procéder à la remise d'un premier prix, j'ai évoqué tout à l'heure les 4 lauréats des CODIR, mais il y a effectivement un trophée spécial, le trophée du grand patron d'exception, exigence citoyenne. Cette année, ce grand prix a été attribué à Pierre-André de Chalandard, président de Saint-Gobain. En fait, j'ai eu cette idée, donc il y a quelques années, pour un plaisir très particulier, de mettre en évidence des entreprises françaises, leaders sur le plan mondial, avec des grands patrons, des PDG, qui n'hésitent pas à ce qu'on les appelle des grands patrons, parce que le mot de patron n'est pas toujours bien perçu, et Pierre-André de Chalandard est un grand patron. Quand je l'ai interviewé, d'abord j'ai découvert un grand patron particulièrement sympathique, détendu, bienveillant, courtois, vraiment un moment extrêmement agréable. J'ai retenu 2 éléments qui façonnent sa personnalité, la dimension humaine qui porte à l'ensemble des collaborateurs de son entreprise, et il a évoqué à plusieurs reprises l'importance des ressources humaines. Et là, effectivement, dans la mesure où effectivement c'est un cercle de DRH qui organise cette cérémonie, ça paraissait effectivement intéressant. En fait, il y a une sélection de 5-6 grands patrons que l'on soumet donc à des DRH. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des DRH qui font leur sélection et qui retiennent donc un grand patron. Et donc, vous êtes retenu et récompensé par des DRH. Donc, il y avait cette première dimension donc du rapport aux salariés. Et j'ai une citation à vous offrir qui résume un peu tout ça. C'est l'excellence des femmes et des hommes qui la constituent, qui font l'excellence de l'entreprise. Je crois que ça vous va très bien. Et puis, à l'occasion de l'entretien, j'ai effectivement bien noté l'intérêt que Pierre-André de Chalandard porte à la raison d'être, ce qui fait qu'effectivement, il y a beaucoup de cohérence et il se fait que c'est le 6e grand patron. Les premiers, très vite, je les cite. Le premier a été Carlos Ghosn. Je le cite encore parce que je considère que, quelle que soit la situation, ça a été un de nos grands patrons. Jean-Dominique Sénard, Antoine Frérot, Brice Rocher, pardon, et j'ai l'impression, et Isabelle Cocher. Voilà. Donc vous en êtes le 6e, et d'une manière autoritaire, chaque grand patron devient membre d'honneur du mouvement The White Project. Donc c'est un mouvement qui existe maintenant depuis 2 ans pour la valorisation et la promotion de la raison d'être. Et effectivement, Olivia est la personnalité au plus haut niveau de ce mouvement. Voilà, donc vous êtes membre d'honneur, vous ne le saviez pas, mais j'espère que c'est une bonne nouvelle. Avant de vous mettre entre les mains de Vincent, juste un mot, je ne veux pas empiéter sur l'entretien que vous allez échanger avec lui. Qu'est-ce que ça vous évoque, effectivement, de recevoir ce trophée ? Écoutez, je vais avoir l'impression de répéter ce que vous avez dit, mais pour moi, c'est une reconnaissance formidable pour tous les collaborateurs de Saint-Gobain, et cette année a été particulière, et je pense qu'ils ont été absolument, vous parlez d'exigences citoyennes, l'ensemble des collaborateurs de Saint-Gobain, j'en suis extrêmement fier, ce qu'ils ont fait cette année. Ils ont manifesté pendant cette crise très difficile des comportements exceptionnels, d'engagement, de solidarité, de dons, de plein de choses dont ils avaient besoin pourtant. Leur masque, tout ça. Et donc c'est une reconnaissance de leurs valeurs et des valeurs qu'ils portent. Et Olivier Régard tout à l'heure disait que la crise, ça révèle. Je pense que ça, de ce point de vue-là, ça a été un révélateur de la force des valeurs de Saint-Gobain, comme dans d'autres entreprises, mais comme de Saint-Gobain. Et puis, ça a été assez aligné, si vous me permettez aussi, avec une autre chose que vous avez dit, aligné avec tout le travail qu'on a fait récemment sur notre raison d'être, qu'on a résumé dans une formule que je trouve très belle, « Making the world a better home ».
Voilà, donc voilà ce que ça m'évoque. Et vous voyez, je suis assez aligné avec ce que vous avez dit, mais c'est ce qui me venait à l'esprit. Je suis particulièrement ravi. Voilà, je vous laisse entre les mains de Vincent. Bravo. Alors, bravo Pierre-André, hein, je trouve que c'est merveilleux de commencer cette cérémonie avec toi. Je dis au passage qu'on est content, Edgar, d'être associé avec cette remise des prix depuis maintenant de nombreuses années. C'est bien la place de Challenge. Et puis, j'ai le plaisir d'avoir d'autres apprentis journalistes avec moi, Olivia, Alexandre, qui te poseront toutes les questions encore plus indiscrètes que celles que je n'ai pas osé te poser, parce que chacun sait que je suis très timide, surtout avec toi. Pour commencer, ce prix arrive quand même de manière bizarre, ou c'est une coïncidence heureuse, mais ça arrive après donc toutes ces années que tu as eues comme patron. Tu as pris avec ton conseil d'administration la décision de changer effectivement de statut, puisque l'Assemblée générale de Saint-Gobain du 6 juin prochain organisera une dissociation qui sera effective à partir du 1er juillet. Et je me dis, bon, tu reçois dans ce manifestation qui célèbre le management, la manière dont on dirige des CODIR. Pour toi, abandonner cette fonction, abandonner la direction de ce CODIR, parce que ça va revenir à ton successeur maintenant, tu vas être, non, je n'ose pas dire un simple chairman, tu vas être un grand chairman, mais enfin, en tout cas, tu auras perdu cette charge. Est-ce que c'est un crève-cœur d'abandonner cette fonction ? Ah bah sur le plan rationnel, c'était la bonne chose à faire. L'entreprise est dans une forme, j'ai presque, quand on voit la situation globale, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais exceptionnelle. On fait les meilleurs résultats des 20 dernières années. On a coché les cases de notre plan et il est terminé. Et donc, je trouvais que c'était le bon moment de le faire. Donc, rationnellement, pour lancer un nouveau plan, rationnellement, c'est très facile. Et c'est le bon moment. Émotionnellement, c'est un peu plus compliqué, mais je pense que c'est normal. Mais tu sais, je pense que c'est, pour moi, et je pense que pour un patron, le fait de préparer et d'organiser bien sa succession, c'est une des choses les plus importantes qu'il nous est donné de faire. Et je suis extrêmement heureux de la manière dont ça se passe. Eh bien, écoute, je comprends et je partage l'émotion parce que tu le sais que à Challenge, je connais la même histoire, certes pas pour être chairman, mais j'ai laissé Pierre-Henri de Menton diriger la rédaction et je ne suis plus que, chère Olivia, directeur de la publication, ce qui est très modeste par rapport au beau rôle de rédacteur en chef. Prenez chacun vos micros parce que je ne sais plus faire le job, moi, hein, maintenant que j'ai laissé Pierre-Henri le faire. Le rôle d'un COMEX dans une situation comme on l'a traversée, Olivia faisait allusion à ces 3 vagues qu'il a fallu affronter. Est-ce que le rôle d'un COMEX change dans une période comme celle-là ? Ah ben moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on s'est réunis tous les jours. D'habitude, on se réunit une fois par mois. On était chacun chez soi et on s'est réunis tous les jours à 1 heure tous les jours, puisque comme ça nous permettait d'avoir à la fois les Américains et les Asiatiques. Hein, et on faisait le tour du monde pour échanger les problèmes et les pratiques. On avait échangé notre organisation il y a 2 ans, donc on était plus qu'organisé par pays. Donc ça donnait, ce qui n'était pas fait pour ça, mais qui était particulièrement adapté au mois d'avril de l'année dernière, parce que c'est par pays que les problèmes se posaient. Et oui, donc on a été extrêmement présents. Le fait de ne pas se voir physiquement, on s'est beaucoup plus vu, j'allais dire, tous les jours. Et ça a été une période extrêmement intense et riche. Ceci étant, pour ceux qui étaient en France, on était assez contents de se revoir physiquement le 11 mai. Je me souviens de la date et on s'en souviendra longtemps. Voilà, donc un COMEX très présent parce que est très présent aussi vis-à-vis des équipes. Parce que le grand sujet quand les équipes sont dispersées, c'est quand même de s'assurer, on surcommunique. Donc il y a le vrai rôle du COMEX, indépendamment de prendre des décisions, de cash, c'est aussi de surcommuniquer vis-à-vis des équipes. Tu y faisais allusion tout à l'heure, il y a 2 ans, tu as changé beaucoup de choses dans l'organisation de Saint-Gobain. À quel moment
faut-il prendre ce genre de décision? Parce qu'on a le sentiment que parfois, tout nouvel arrivant passe d'une structure, d'une matrice pays à une matrice produit. Toi, tu l'as pas fait tout de suite. Ça fait 14 ans que je suis directeur général, je l'ai fait au bout de 11 ans, donc j'ai pris mon temps. Non, mais parce que ça arrivait à un bon moment. Là, je pense qu'il n'y a pas de règle, chaque histoire est différente. Tu sais, moi j'ai essayé d'orienter, ma direction, c'est d'orienter Saint-Gobain par rapport à ses clients, alors qu'on était une boîte d'ingénieurs très produit. Bon, j'ai essayé de le faire sans changer l'organisation. Et puis à un moment, l'organisation était prête, et c'est un changement assez radical qu'on a fait. J'ai supprimé tous les patrons de métier, ce qui est dans une boîte comme Saint-Gobain quand même pas évident. Donc j'ai pris pas mal de temps avant et j'ai essayé de changer la culture sans le faire. Puis à un moment, j'ai vu que c'était... Voilà. Et comme on l'avait préparé, je l'ai fait assez tard, ça s'est passé extrêmement bien. Et je pense que ça explique aussi le dynamisme de Saint-Gobain aujourd'hui. Saint-Gobain est très connu pour être une école de management, une école d'apprentissage de patrons. Pourquoi et comment perpétuer cet esprit-là ? Alors, il se trouve qu'on a une particularité que ont certaines entreprises, mais que n'ont pas d'autres. Si je compare par exemple avec l'automobile ou avec l'aéronautique, il y a un patron. Il n'y a pas tellement de business unit. Nous, on a plein de Saint-Gobain, il y a beaucoup de centres de profit assez autonomes. Voilà, donc ça permet de former au management des gens assez jeunes. Et donc c'est un peu pour ça. Et puis parce que ça fait partie de nos gènes de se dire et je crois que c'est important d'essayer de se dire il faut attirer les meilleurs. Un patron, je pense qu'un de ses rôles, c'est aussi d'avoir des gens qui sont meilleurs que lui avec lui. Puis après, il y en a qui vont évoluer ailleurs. Olivia et Alexandre, comme je vais aller au-delà des territoires de Saint-Gobain, s'il y avait des questions plus Saint-Gobain, allez-y maintenant. Là, Alors j'y vais. Vous dirigez une si ce n'est la plus ancienne des entreprises de France. C'est d'ailleurs une entreprise où j'aime rappeler qu'il y a un historien de l'entreprise qui fait partie des trésors. L'histoire de Saint-Gobain, elle est ancienne dans ses pratiques industrielles. Et vous avez effectivement, j'ai eu l'occasion de le voir de près, mené des transformations extrêmement importantes. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, comme disait Éluard. Vous l'avez fait souvent de façon extrêmement, je dirais, discrète et orientée business plus que orientée vers l'externe. Vous avez rationalisé aussi l'entreprise, vous l'avez concentrée sur ses métiers de cœur et votre raison d'être en témoigne bien. Vous avez, en tant qu'entreprise historique de France, pris ce tournant que je salue de la raison d'être. Vous qui connaissez si bien cette maison qu'est Saint-Gobain, et pardonnez l'impertinence de ma question, mais je me questionne un peu, puisque la raison d'être, c'est le premier étage de la loi Pacte qu'on a votée en 2019, il y a bientôt un an, dans quelques jours. Si vous deviez être interrogé sur le deuxième étage, c'est-à-dire l'entreprise à mission, si vous deviez aller plus loin que la raison d'être, qui est un peu le purpose de Saint-Gobain, entre nous, comme ça, et en fonction à chaud, oserais-je dire, qu'est-ce qui est pour vous, au-delà de la raison d'être, et fort des enseignements de cette crise, la mission de Saint-Gobain ? Ah, j'ai cru que vous alliez me poser une autre question. Est-ce que on allait devenir une entreprise à mission ? Et là, je vous aurais répondu par une autre impertinence, qui est que je ne suis pas convaincu que ces sujets relèvent de la loi. Et que, voilà, donc, alors il se trouve que... je me contredis, puisqu'il se trouve qu'une raison d'être, on en a depuis longtemps, mais qu'est-ce qu'on a fait il y a 1 an et demi, 2 ans ? On a lancé pendant un exercice, et j'en avais pas mal discuté avec Jean-Dominique Sénard, qui a été un peu à l'origine de ça, et qui l'avait fait chez Michelin. J'ai lancé un exercice, je dirais, participatif, et donc on a fait travailler pendant 10 mois, 15 000 personnes qui réfléchissent à pourquoi ils étaient là, quel était le sens de ce qu'ils faisaient. Et je pense que c'était un exercice très riche et qu'on a synthétisé.
Et d'ailleurs, on a trouvé cette formule dont je suis très vexé de ne pas l'avoir trouvée avant, parce que ça fait 10 ans que j'ai cherché plusieurs formules et j'ai trouvé qu'elle était mieux que les formules précédentes. Et là, elle a fonctionné. Bon, mais je veux dire, on n'a pas attendu. Donc la mission de Saint-Gobain, c'est de contribuer à faire que le monde, avec les produits qu'on est, soit plus durable et plus beau à notre mesure. Hein. Donc c'est très dirigé à ça. Par contre, alors si vous me demandez, est-ce qu'on doit devenir une entreprise à mission, j'ai pas encore très bien compris ce que ça nous apporterait de plus. Voilà. Donc j'aurai l'occasion de vous en parler après. Voilà. Mais déjà, merci d'avoir répondu. Alexandre, une question? Non, moi j'avais, puisqu'on est sur le sujet de l'aventure entrepreneuriale, de la gestion des hommes, au moment de passer une partie de la main, est-ce que Pierre-André, tu voudrais partager un souvenir, une décision, un choix de personne particulièrement marquant ou que tu aurais envie de mettre en avant Oh bah si tu me tends la perche, là, si tu parles de choix de personne, oui, je me l'ai préparé quand même avec un soin extrêmement méticuleux et depuis longtemps. Pas celui auquel tout le monde pense. Ça c'est un choix. Non, je suis très heureux d'avoir, et ça a pris du temps, mais d'avoir profondément internationalisé. Et alors, on peut toujours regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais on n'est pas si mal compte tenu de là où on vient, et féminiser notre comité de direction. Hein, qui était quand même essentiellement des mâles blancs français, et qui est aujourd'hui d'abord 25% de femmes, ce qui n'est pas génial, mais qui est quand même ce qui est plus que la proportion de femmes dans Saint-Gobain. Il y en a plus au COMEX que dans Saint-Gobain. Bon. Et beaucoup plus que dans les écoles d'ingénieurs français. On est une boîte industrielle. Mais Pierre-André, il t'avait demandé un moment, pas un bilan. Quoi? Non, mais je dis... Un moment dans tes 14 ans qui te vient au moment où tu vas abandonner cette fonction-là, reste un moment qui t'a ému, tout simplement. Ah bah, j'en ai connu beaucoup. Hein. Vas-y. Quoi? Je garde quand même un souvenir très fort de mes premières années avec un actionnaire un peu encombrant. Voilà. Ah oui, quand effectivement il avait fallu mettre nos amis de Wendel un peu loin. Ça m'a quand même un peu pollué, si je puis dire. Maintenant, je peux le dire, il y a un peu de pollué quand même une bonne partie de mes premières années chez Saint-Gobain. Enfin, ça t'a formé aussi. Donc, ça m'a formé. Je termine avec ce livre que je vous recommande, Le défi urbain, signé par un certain Pierre-André de Chalandard, une page entière dans le Figaro aujourd'hui, bravo, hein, tous les auteurs n'ont pas ça. C'est toi qui l'as écrit? Le livre? Oui. L'article, l'interview non, aussi, pas les deux. Oui, les deux. Les deux, bah, tu sais, depuis un an, j'ai pris l'avion une fois. Dans les 13 années précédentes, j'ai décollé en moyenne une fois par jour. Voilà. Donc j'ai une vie qui a pas mal changé, donc ça m'a donné du temps. Et est-ce que tu crois que les patrons devraient davantage écrire? Chacun fait ce qu'il veut. Il se trouve que j'avais envie. J'avais écrit un livre au moment de la COP 21 sur les sujets du climat qui me tiennent particulièrement à cœur et pour lequel Saint-Gobain est très engagé. Et je m'étais dit, est-ce que je réactualise ce livre? Et puis finalement, j'ai élargi sur la ville, qui est dans lequel 70% des émissions de CO2 arrivent. Et puis évidemment, forcément, au moment de cette pandémie, on s'est tous posé des questions sur l'avenir de la ville. Donc ça a été un peu mon facteur déclenchant. En tout cas, bravo pour ce prix, bravo aussi pour la manière dont tu as transformé Saint-Gobain, qu'on imaginait plutôt comme une entreprise de matériaux, en l'entreprise de l'habitat. C'était bien vu, au moment où maintenant on ne parle tous plus que de transition écologique, transition énergétique. Et effectivement, c'est un business en or pour Saint-Gobain. C'était bien anticipé, bien vu, et bravo. Et donc, il me reste à laisser la parole maintenant à Delphine.